Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un été avec Beckett. Si je ne me trompe pas, nous en sommes, eh bien oui, au sixième épisode, ce qui nous fait reprendre la quête de l'archéologue Gangrel, peu après qu'il ait eu l'occasion de se rendre dans le château du Nez de Rat, protégé par l'inconnu, tout en étant assailli par le maître des corbeaux, un vil et monstrueux, euh, Kainite, qui cherche, pour une raison X ou Y, à faire tomber l'inconnu et ceux qui servent Saolo. On enchaîne avec, encore une fois, un endroit complètement différent, puisqu'il va s'agir de New York. Donc, Azida Haka nous emmène, cette fois, donc Beckett veut savoir un petit peu et comprendre ce qui s'est passé en discutant avec Vieux Croco sur un chat, Vieux Croco étant Calébros, si je dis pas de bêtises. Donc, Calébros, euh, c'est l'ancien prince de... C'est l'ancien prince de New York, dont on va reparler tout de suite, qui lui parle affolant des Nikutu. Donc, qui était un peu dont j'ai déjà parlé, qui sont vraiment les croque-mitaines du monde Nosferatu. Il se rend d'abord à Atlantic City, où il va en terrain neutre discuter avec Célébros, qui est cherché un petit peu, donc je dis à chaque dans Calébros, pardon, qui est un peu recherché par tout le monde pour plusieurs raisons. Donc, rappelons, New York est à la base un territoire essentiellement sabbat. C'est simple, les endroits où il y a des pauvres, c'est le Savate. Les endroits où il y a des riches, c'est la Camarilla. J'exagère, mais il y a un peu de ça. Et tous les endroits où il y a le plus d'effusion de violence et de pauvreté sont souvent sous la coupe du sabbat. New York, jusqu'à une certaine époque, donc quand Vampire la Mascarade est créé, New York est encore dans une ville complètement à l'abandon. Il ne faut jamais oublier que la mairie aurait dit, le maire de New York des années 80 a dit drop dead à la ville, donc comme allez vous faire foutre pour aller vite. Et les banques ont commencé à lâcher la ville, enfin, il y a eu beaucoup de problèmes, ce qui fait que dans la psyché de Stephen Brown, donc le type qui va mettre un peu en place et peaufiner le sabbat tel qu'on connaît dans la V2, il y a cette idée que le sabbat possède New York, puisque New York n'est pas encore la ville qu'on connaît, à l'exception évidemment d'un petit coin qui est Manhattan, donc Manhattan avec Wall Street notamment, le cœur financier des États-Unis, de New York, qui est une petite... une petite île, si on peut dire, où survit tant bien que mal la Camarilla comme protégée avec quasiment des héliportages. Sauf que, avec la Riva, il va arriver un changement qui va être que les décideurs ont simplement dit, bah non, finalement, il va y avoir un changement de statut, donc la prince, entre parenthèses, qui est sur euh, à Manhattan va se faire décapiter par Polonia. Polonia, c'est le cardinal, donc c'est le grand chef de guerre sabbatiste qui domine toute la côte Est. Et c'est là où, fichu pour fichu, la Camarilla s'entend un petit peu paniquer, va laisser faire le mec qui est le plus organisé dans la ville, qui sont les Nosferatu, et n'écoutant que son courage, Calébros, qui est, vous l'avez deviné, le personnage l'un des personnages vignettes. Je crois que l'autre c'est Oculos, je suis pas sûr. L'un des personnages vignettes de Nosferatu va se retrouver les manches, dire ok bon ben, on change de position, et il va faire appel à tous les autres Nosferatu pour monter un conseil de guerre extrêmement violent, et tous les autres un peu désavoués, donc il y a un peu de Ventru et un paquet de toréadors, vont le laisser faire, ce qui va lui permettre de renverser complètement la vapeur et de réussir à booter le sabbat hors de New York, ce qui va pour Polonia être un désaveu le plus total et un immense camouflet du sabbat. Et quand Calibros, que tout le monde accepte comme prince de guerre, va obtenir le trône et devoir monter un conseil de primogène, il va décider de passer la main et de dire c'est pas pour moi et se barrer. Ce qui va laisser beaucoup de gens complètement choqués et va permettre à une jeune ambitieuse qui s'appelle Hélène Pallard de prendre le contrôle de la ville. New York est une ville assez particulière puisque le shérif est un assamite. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, je crois que c'est un assamite. Donc Pallard dirige, et c'est un prince qui est assez jeune, qui est plus jeune que ses constituants. Les Nosferatu sont là, mais commencent à prendre leur clic et leur claque pour une autre raison. Et un autre élément qui est très important dans la post-11 septembre, enfin, c'est ça qui est rigolo, c'est que le supplément sur New York est fait juste avant le 11 septembre. Donc c'était très marrant à lire, enfin marrant, non, mais le 11 septembre va complètement changer la donne pour beaucoup de choses. Et dans ce monde post-11 septembre, enfin à ce moment-là, New York est complètement... Enfin les Nosferatu commencent à avoir de New York pour deux raisons. Donc la principale, c'est les fameux Niktuku qui seraient
les premiers enfants d'Absimilar, donc de l'antédiluvien Nosferatu, qui chercheraient tant bien que mal à les dévorer. Mais on les a jamais vus, mais en tout cas pour Calébro, ça semble suffisamment normal pour qu'ils puissent fuir, enfin suffisamment dangereux pour qu'ils aient envie de fuir. Et de l'autre côté, il y a aussi mais l'autre chose qui finalement dévore les Nosferatu à New York ne serait rien d'autre que l'antédiluvien Tzimiscé. En effet, Beckett va remonter la piste pour savoir qu'il y a des groupes du Sabbat, il y a des groupes de la Camarilla, donc essentiellement de Nosferatu, qui ont disparu, qui ont été mangés par quelque chose qui se terre dans les égouts de New York. C'est pas des rats géants, c'est pas des Nictucu, c'est purement et simplement une cathédrale de chair. La cathédrale de chair est pour certains la forme ultime de l'antédiluvien Tzimiscé, à savoir une accumulation de chair par vicissitude qui est consciente comme un blob est conscient. Je vous conseille l'excellent film Colonie pour comprendre de quoi je parle. Mais qui n'a plus de consistance en tant que... qui n'est plus une personne consciente. C'est plus vraiment... c'est un vampire, mais comme l'antédiluvien Gangrel, dont on reparlera sûrement durant le GN, il y a l'idée que Tzimiscé, donc l'ancien, le premier des Tzimiscé, aurait transcendé sa condition et serait devenu quelque chose d'autre. La cathédrale de chair est à la fois, donc peut être vue comme étant un lieu saint Tzimiscé, à savoir une immense cathédrale de chair qui pense, qui mange et qui dévore les gens, ou peut-être comme une peau laissée derrière l'antédiluvien Tzimiscé, ou même l'antédiluvien Tzimiscé lui-même qui, à force de transformation constante, a fini par perdre la raison et toute forme de conscience et n'est plus qu'une sorte de gros blob qui mange les gens. Sauf que dans cette conscience-là, dans cette absence de conscience, il y a quand même une sorte de graine qui a été épargnée, qui est la présence d'un enfant favori, qui s'appelle Ruthven Lambark. Ruthven Lambark, donc Beckett va remonter la piste en allant jusqu'aux îles Caïmans pour le retrouver. Et c'est le géniteur, donc c'est le sire à son insu de Dracula. Donc c'est lui qui va transformer Dracula en vampire. Et Dracula va être très gracieux et le laisser partir sans le tuer. C'est l'un des principaux anciens, vraiment, je dirais dans le sens du terme, de la révolte anarque et donc l'un des fondateurs techniquement du Sabbat. Sauf que c'est aussi le type, et c'est ce dont il parle dans son entrevue avec Beckett, c'est qu'il était présent lorsque l'antédiluvien Tzimiscé s'est fait manger par un de ses camarades de meute de Volderie, et il sait, et il est persuadé que son camarade n'a jamais diablerisé Tzimiscé, mais au contraire s'est fait tuer et empaler par Tzimiscé, et Tzimiscé a pris sa forme pour mener tous ses petits camarades vers la victoire. Et c'est à ce moment-là que le faux Anarque a fait un clin d'œil appuyé à Lambark Ruthven pour lui dire « je sais qui tu es, et sois un bon petit, brave petit. Donc reste, ne dis rien, et laisse-moi faire. » Et un des aspects préférés que je trouve qui tombe parfaitement sous le sens, à mon avis, de la psyché d'une espèce de créature métamorphe comme ça, de l'antédiluvien dans le vrai sens du terme, à savoir le père d'une lignée, c'est que pour l'antédiluvien Tzimiscé qui est obsédé par cette idée de transformation, de survie, puisque c'est essentiellement ça, là, on sait par la vicissitude, mais l'idée c'est que les Tzimiscé sont, l'antédiluvien Tzimiscé est obsédé par la survie, par l'idée qu'on peut s'adapter sans cesse, et finalement, ironiquement, Lambark Ruthven, qui est le type le plus lâche, le plus veule, qui a subi son étreinte, qui ne voulait pas être transformé en vampire, alors qu'il le savait depuis qu'il était né, qui a laissé Dracula concrètement le forcer à l'étreindre, qui a passé son temps à fuir, même s'il est assez balèze, hein, on vous rappelle quand même que c'est un mec assez costaud, il y a cette idée d'un mec qui craint, qui fuit, qui court toujours, et parce qu'il est sans arrêt en fuite, parce qu'il est capable de survivre à toute situation, et bien finalement, l'antédiluvien Tzimiscé l'adore, parce que pour lui, c'est, d'un certain point de vue, l'une des incarnations parfaites de ce qu'il cherche à savoir un lâche parfait. Et ça, je trouvais ça vraiment très très bien. C'est vraiment un truc très chouette, qui est très simple, hein, qui n'est pas forcément au cœur de l'histoire, mais qui est plutôt chouette. Donc ça s'ensuit où Beckett revient à New York, il commence à enquêter sur la cathédrale de chair pour savoir si les bons conseils de Ruthven s'avéraient vrais. Il y a effectivement des gens qui disparaissent dans les égouts. On revient sur toute la théorie il se fait attaquer par une espèce de créature qui lui bouffe la jambe. Donc est-ce que c'est l'ancien? Qu'est-ce que ça peut être? Finalement, il finit par fuir. Il retrouve Catherine Weiss qui voyage maintenant avec un nouveau type extrêmement balèze qui s'appelle Athanasios, qui est sûrement, probablement un pseudonyme. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est un Prométhéen? Est-ce que c'est une nouvelle incarnation de l'antédiluvien Tsimissé? Personne ne sait vraiment. Et finalement, Beckett arrive à survivre, mais de manière très compliquée, puisque il tombe sur un ancien Tsimissé qui était qui était des garants de la cathédrale de Cher, parce que la cathédrale de Cher, faut comprendre, c'est que c'est un sanctuaire à la base. Et l'antédiluvien Tsimi, je lui arrache la peau et commence à écrire un long pamphlet dessus en disant, bah, vous savez, l'aîné était ici, mais il n'est plus là. Je suis le gardien de cette cathédrale de Cher, mais finalement, vous n'êtes pas si différent de l'aîné. Et je vous laisse partir, donc ne vous inquiétez pas, ça repoussera. Je vais vous faire ouvrir vos yeux, je vais vous remettre votre mâchoire en place. Et il y a Aisling, donc la Trémérée, qui dit par les couilles de Goratrix, est-ce que c'est pas ta peau sur ce petit pamphlet. Il a ensuite, le chapitre finit par Lucita qui écrit une petite lettre à Sacha Vikos en disant bon, en lui expliquant un petit peu ce qu'elle a pu retrouver par rapport à la piste de l'aîné. Puisque, donc on rappelle, hein, Sacha Vikos, c'est le personnage vignette, évidemment, Tsimissé, ça vous l'avez compris, mais qu'il est aussi un nodiste convaincu qui est l'ennemi de Beckett, puisqu'il cherche lui aussi le savoir absolu. Donc on a petite conclusion sur, donc toujours pareil, hein, rappelez-vous, les encarts en marbre, c'est pour vous donner des pistes supplémentaires en tant que joueur. Donc on a des pistes sur qu'est-ce qui peut se passer à New York, avec le fameux l'antédiluvien peut-être qui se cache, les difficultés que rencontre Aisling à diriger la fondation Trémère, l'ancien Tsimissé Hylas qui a été découvert par Beckett et qui commence peu à peu à provoquer des disparitions pour nourrir la cathédrale de Cher. Vous faites un petit peu ce que vous voulez avec. Ensuite, Beckett part à Jérusalem où il est conduit par Anatole, donc Anatole le Fou, qui est son ami malcavien, visionnaire, qui lui dit il faut vraiment que tu ailles voir ce qui se passe, il y a des choses bizarres à Jérusalem. Et effectivement, il y a des gens qui ont des coups de folie, il y a des humains qui s'entretuent, il y a des vampires qui sortent de jour et qui se laissent consumer par les flammes. Ça devient complètement dingue. Et ce que Beckett réalise, c'est qu'il est peu à peu mené et contrôlé par une voix qui l'incorpore et qui l'amène jusqu'à une excavation qui est faite non loin du Dôme du Rocher, où il y a quelque chose qui l'attire et quelque chose qui dort. Il est terrifié quand il s'aperçoit que finalement la présence qui est souterraine est capable de transmettre son sang et à infecter petit à petit tous les vampires présents à Jérusalem, essentiellement des Malkaviens, pour qu'ils lui servent et qu'ils créent ce qu'on appelle des bacchanales. Donc les bacchanales, c'est comme les bacchanales de l'Antiquité, des espèces de créatures dionysiaques qui ne font plus qu'un, qui n'ont plus d'esprit, et qui, contrôlées par peut-être l'antédiluvien malcavien, commencent à fondre sur les innocents, qui essaient de convertir les autres, ou de leur broyer, de les arracher en morceaux. Ce qui évidemment commence à faire tiquer tous les autres, Lucita et tous les potes de Beckett en disant non, t'aurais peut-être pas dû venir ici. Et c'est le truc assez triste, c'est que finalement, Beckett, donc en plus, je vous passe les détails, mais il y a la Talmaré est présent pour essayer de calmer le jeu et de massacrer tout le monde. Peu à peu, le Beckett est sur le point de se faire infecter. Il s'aperçoit que en fait, c'est Anatole qui l'a amené jusqu'ici. Donc Anatole l'a trahi parce qu'il voulait impérativement que Anatole ait été infecté par cette présence de folie de Jérusalem et voulait impérativement partager son savoir avec Beckett. Donc c'est assez triste parce qu'il fait une longue lettre pour dire je m'excuse, mais voilà, tout était prévu et il y a Lucita qui dit je suis désolé, c'est pas de sa faute, faut que tu lui pardonnes. Et c'est là qu'évidemment, pour foutre mystère, il y a une salubri qui sort du chapeau, donc, qui s'appelle Serena, qui est assez jeune d'ailleurs pour une salubri, donc elle fait partie, je pense, des 7 salubris. Techniquement, il ne peut pas y avoir plus de 7 salubris en même temps, enfin, salubris qui ne sont pas anti-tribus, et elle sauve Beckett, puisqu'ils ont des grands dons de guérison, pour le faire sortir de cette espèce d'infection, escorté et aidé par les Ashira. Donc les Ashira, on rappelle, hein, c'est les vampires africains du nord, du nord du continent africain qui suivent un petit peu leur propre voie. Et évidemment, c'est sur le mont du Temple où Beckett est complètement
est bouleversé et il se demande encore si la présence qu'il a sentie dans le puits c'était le fondateur des Baali, donc on rappelle les vampires infernalistes, ou est-ce que c'était Malakai, donc potentiellement l'un des fondateurs, donc on rappelle les antédiluviens ont des noms qui sont Malakai, qui sont Ashur, qui sont Apsilimina, et à côté ils ont leur nom en tant que Malkavien, Malkav, Nosferatu, donc ils ont le nom fonction et leur nom véritable. Les noms véritables sont assez flous et pas forcément toujours vrais, mais qui sait. Et sur cette trahison que s'achève le petit chapitre à Jérusalem. Alors Jérusalem c'est compliqué, ça renvoie, et ça c'était un des coups de génie je pense de ce petit journal, c'est qu'effectivement c'est le métaplot de Vampire la Mascarade, mais c'est aussi une partie, il y a beaucoup d'infusions du métaplot, en tout cas des histoires présentes dans Vampire l'Âge des Ténèbres. Dans l'Âge des Ténèbres, il y avait trois, allez on va être sympa. By Night, il y avait la Transylvanie, By Night, il y avait Constantinople et il y avait Jérusalem. Les trois étaient vraiment exceptionnels. Vraiment, c'est pour moi les codex, donc les livres de ville, les By Night, il y a Iberia aussi, il y avait l'Ibérie de nuit. Les By Night médiévaux sont bien meilleurs que les By Night, à part Chicago, que les By Night contemporains. Enfin, c'est mon avis. En tout cas, pour les By Night V2, la V1 j'aime beaucoup. Ils sont très très doués. Constantinople était c'était un chef-d'œuvre, c'était un chef-d'œuvre absolu notamment. Et Jérusalem, dans mon souvenir, était pas mal. Et donc l'idée, c'est que l'espèce de puits de folie qui est présent renvoie à un antédiluvien ou à un quatrième génération, on n'est pas sûr. Malkavien, dans l'ancien contexte, c'est ça, c'est qui dormait sous la ville et qui infectait les autres présents. L'infection malkavienne, c'est un thème qui est extrêmement récurrent, qui va devenir extrêmement important en Revite et surtout dans GN. Il est capable d'infecter évidemment les malkaviens, mais aussi tous les autres, et créer une sorte d'esprit de contrôle. Et que peut-être finalement, par sa maîtrise de l'élimination, mais surtout d'Ospex, l'antédiluvien malkavien serait capable finalement de contrôler tout le monde et survivrait sous la forme d'un virus simplement psychique. On vous donne encore une donc la question de savoir quelle est la nature de l'infection, c'est à vous de déterminer. Donc comme le suggérait Beckett, ça peut être un Baali, ça peut être l'antédiluvien malkavien, ça peut être quelque chose de complètement différent. Il peut ne rien avoir en fait, les gens sont complètement fous. Est-ce que l'infection s'arrête au malkavien? Est-ce que l'infection se transfère par tous les gens qui ont bu du sang de la fosse, puis qui ont bu du sang de quelqu'un qui a bu dans la fosse? Tout ça, c'est à vous de voir, ce qui vous permet potentiellement de faire un scénario où vous stoppez l'infection avec, en coup de main, les Ashira, qui sait, les Sétites, et peut-être les Salubris qui restent. Ah, le Fauquin. Beckett est contacté pour venir discuter avec le nouveau prince de Berlin qui s'appelle Wolf, qui est un malkavien qui n'est pas de Berlin, pour voir un peu ce qui s'est passé. En effet, Berlin, si vous avez vu mon excellente vidéo sur Berlin by Night, vous n'êtes pas sans savoir que pendant quasiment 50 ans, voire plus, Berlin disposait de deux princes. Prince de l'Est, prince de l'Ouest. Le prince de l'Est est un très très vieux vampire qui s'appelait Gustave, qui a piqué la place, qui a diablerisé son sire, qui était elle-même concrètement la fondatrice de Berlin, avec un autre vampire. Et il était très autocratique, c'était un véritable despote, et son enfant ne pouvait pas le supporter, a dit moi je me casse. Et dès qu'il y a eu la séparation de Berlin en deux, son enfant, qui est beaucoup plus cool, qui s'appelait Wilhelm, a pris le contrôle de Berlin-Ouest. Sauf que ça a changé, visiblement, ça a été catastrophique. Notamment dans ces catastrophes, il y a eu une maladie de sang qui s'est répandue à Berlin. Donc on rappelle, Berlin by Night, c'est deuxième édition. Là, c'est une extrapolation totale. Mais il y a une maladie de sang qui s'est propagée. Alors d'où est-ce qu'elle vient exactement? On n'est pas sûr. On la touche du bout du doigt dans Berlin by Night. Et il y a d'autres formes de maladies de sang extrêmement puissantes, notamment parmi un membre qui s'appelle Rabat, je crois, Rabac, de la liste de la Marouge, donc les Most Wanted vampiriques, qui est une Nosferatu qui subissait, en fait, qui est devenu un porteur sain d'une maladie terrible qui tue tous les vampires. Cette maladie s'est transmise à travers tout Berlin et a accompli la mort notamment de Gustave, donc le prince un peu historique, le prince de l'Est. Et Wilhelm, lui, s'est fait destituer parce qu'il n'a pas été capable d'arrêter une incursion d'Anar qui menait vers le sabbat, ce qui fait que
notamment Karl Schreck, qui était à l'époque le justiciar Trémère, a dit wow, 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 il est arrivé, ils ont détruit tout, et Willem a été destitué et banni parce qu'on considérait qu'il n'avait pas su tenir sa ville. Donc, Beckett se retrouve en petite Volkswagen poursuivi par des sabbatistes, notamment Stroman, dont on avait déjà parlé, qui est un peu le chef potentiel du sabbat qui va reprendre la ville. La Camarilla ne tient quasiment plus Berlin, et c'est que par des tours de passe-passe, aidés par des alliés plus ou moins bien intentionnés, que Beckett va réussir à retrouver la piste enfin de son foutu livre, donc le livre de la guerre des tombes. Sauf que au moment où il va être en capacité de le récupérer, alors si je dis pas de bêtises, il va tomber sur Marie qui est son infante, c'est-à-dire que Beckett a fait sous le coup de la violence une infante alors qu'il avait juré de jamais en faire, ce qui fait qu'il se retrouve paralysé, il ne survit comme d'habitude que très difficilement, et par l'intervention de Samy, et c'est là où en fait on s'aperçoit qu'en sous-main, Beckett a été utilisé comme d'habitude comme un pantin pour laisser le profil à deux ordures du sabbat, Gunther qui est un type qui a cherché à intercepter physiquement plusieurs fois Beckett, et surtout Bruce Dillon. Donc Bruce Dillon qui est l'un des membres l'un des membres anathèmes de la liste rouge. Donc la liste rouge, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la liste de tous les bad guys qui ont un trophée sur leur tête mis aux enchères par la Camarilla, que tout le monde cherche à détruire. Et Dylan Bruce, Dylan Bruce, c'est en gros, c'était un chasseur de vampires durant la Seconde Guerre mondiale, dont les parents sont morts durant le Blitz, qui a été groomé par une infernaliste pour devenir lui-même infernaliste. Il a réussi à la détruire, mais il est quand même devenu vampire, et c'est un très 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 puissant infernaliste. Alors c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il serait infernaliste, il reste au sabbat, donc il aide le sabbat en toute cause, mais a priori tout le monde sait qu'il est infernaliste. Donc je comprends pas trop comment ça marche, bref, en tout cas il voulait un bad guy, il voulait un grand méchant. Et espèce de gros méchant qui a été créé par Gottsdam. Donc on se dit que Gottsdam a raté son coup. On rappelle, un Gottsdam, c'est l'enfant de Tiamat, qui est un gentil vampire teuton qui vit en Angleterre et qui essaie de détruire son sire. Donc Dylan est balèze, il est infernaliste, et il est sur la trace du livre que recherche Beckett, et il est prêt à tout pour massacrer des gens. C'est un peu la queue entre les jambes, encore une fois, comme dans beaucoup de chapitres, que Beckett part de Berlin. Donc Berlin, l'idée du chapitre, c'est vraiment de vous redonner un changement complet sur Berlin. Il y a aussi une notule sur Enclahotep. Donc Enclahotep, c'est le faux Caïn. Dans Berlin by Night, il y a un scénario sur l'apparition de Caïn à Berlin qui provoque énormément de mouvements de foule. Il y a plein de gens qui viennent voir ce fameux Caïn, qui se révèle en fait être, accrochez-vous, un Ravnos qui est tombé dans Lusitania, 5e, 6e génération, qui est un méga gros bill, qui a été récupéré par les nazis sur la Seconde Guerre mondiale. Les nazis nous ont fait un lavage de cerveau. Ensuite, il a été récupéré par les Sétites qui sont arrivés. Il y a une 4e génération Sétite qui s'appelle Nefertiti qui est arrivée, qui lui a lavé le cerveau pour le faire croire qu'il était Caïn, avec un artefact gros bill, enfin j'en passais des meilleurs. Et les Sétites ont été blackboulés par Karl Schreck qui est arrivé, qui a rasé la zone, avec un peu de chance les PJ de l'époque aussi, parce que c'était un scénario. Et donc aujourd'hui, il y a 3 antédiluviens il y a 3 vampires très balèzes qui sont endormis. Le fondateur de Berlin, donc un très très vieux vampire, Nefertiti, et aussi la sire de Gustave, qui était l'ancien prince. Donc il y en a 3 endormis qui sont méga balèzes. Il y a toujours la séparation entre l'Est et l'Ouest qui est assez vive, mais l'essentiel c'est qu'il y a des brujahs qui sont présents. Enfin, on a dit excite les nazis, parce que c'était un gros sujet dans Berlin by Night. Et à la place, c'est le sabbat qui commence à prendre ses quartiers d'été, on va dire. Et en plus de ça, il y a potentiellement la force d'occupation des enfants de Baba Yaga. Il y avait des espions russes qui sont arrivés et qui ont vécu en Allemagne à Berlin, qui servaient Baba Yaga, et quand Baba Yaga s'est fait détruire, finalement ça leur laisse le champ libre pour aussi prendre le contrôle de la ville. Tout ça, c'est extrêmement charmant. Et on a fait 3 petits... Donc là, je réduis la voilure, parce que sinon je vais arriver trop vite. Nous étions donc sur le 6e chapitre, il nous en reste encore 2. Je vais m'arrêter là pour qu'après on parle plus de Constantinople, de Prospero, qui est un très très grand autarkie,
Et c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!